Nous faisons également de l'accompagnement dans des projets e-marketing pour nos clients. Donc des clients qui sont aussi bien des TPE que des grands comptes. Donc moi j'ai 14 ans d'expérience en email marketing. Je suis là depuis la création de la société et je suis en charge notamment de tous les aspects délivrabilité sur la plateforme. Au niveau du déroulement de ce webinaire, on va d'abord aborder la notion de délivrabilité, savoir ce que c'est. Ensuite, on va passer, alors relativement rapidement, mais un minimum, sur les points techniques au niveau du routage à mettre en œuvre donc pour analyser, évaluer et puis améliorer la délivrabilité. Donc, et enfin, à la fin, on verra les différents points pour améliorer la délivrabilité à partir du message, donc vis-à-vis du message en lui-même. Donc les points techniques, c'est plus sur le routage, donc ça va intéresser les gens qui internalisent l'emailing, mais ça va permettre aussi d'avoir les bases pour juger de la qualité d'un routage. Donc la délivrabilité, c'est un enjeu très important. On considère que 65% des internautes ne regardent pas ou regardent rarement leur courrier indésirable dans leur boîte professionnelle. Donc l'intérêt pour l'intérêt d'avoir une bonne délivrabilité, c'est que voilà, votre message va être consulté et non pas va passer inaperçu dans les spams. Donc c'est important de se faire accompagner de professionnels pour assurer une bonne délivrabilité, que ce soit via un routage en interne ou via une plateforme en ligne. Ce webinaire a été conçu pour aider les services marketing à y voir plus clair dans les aspects techniques des campagnes emailing, donc notamment sur des aspects très techniques, les IP, le codage, voilà, tout ce qui concerne les paramètres d'envoi. Donc, si vous faites du routage via une plateforme emailing, tous ces paramètres incombent directement au routeur, mais je pense que c'est quand même bien de connaître les mécanismes de la délivrabilité pour pouvoir juger et améliorer la qualité du routage. Aujourd'hui, alors les enjeux de la délivrabilité, c'est aussi qu'actuellement, on a de plus en plus de mails non sollicités qui sont envoyés, qu'on reçoit tous dans nos boîtes de réception. Du coup, la réaction des fournisseurs d'accès, ça a été vraiment de durcir les filtrages anti-spam. Et de plus en plus de mails légitimes qui ne sont pas non sollicités passent en spam. Ça s'appelle des faux positifs. Donc les conséquences d'avoir une mauvaise délivrabilité, c'est que ça influe directement sur le rendement de vos actions, bien entendu. Ça peut aussi dévaloriser votre image de marque, parce que voilà, une marque très connue qui passe en spam, ça peut ne pas faire très sérieux. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, de nombreux critères entrent en jeu dans le choix d'un anti-spam de classer votre message en boîte de réception ou en spam. Une des notions la plus importantes sur la délivrabilité, c'est la réputation de l'expéditeur. On va s'attarder un petit peu là-dessus. La réputation, ça concerne tous les paramètres techniques utilisés pour l'envoi du message. Donc, il y a l'adresse IP et il y a le nom de domaine de l'email de l'expéditeur. La réputation, elle est déterminée par l'historique que le système de messagerie du destinataire a sur vous, sur cet expéditeur. Donc l'historique du destinataire tout seul, si l'anti-spam est installé sur son poste, ça veut dire que s'il a déjà classé vos messages en spam, vos prochains messages vont avoir tendance à passer en spam. Et dans le cadre d'un fournisseur de messagerie globale comme Hotmail, Yahoo, un des gros, c'est tout l'historique dont dispose le fournisseur de messagerie du destinataire. Donc dans ce cas, la réputation de l'expéditeur est déterminée par le comportement d'un très grand nombre d'utilisateurs. Donc cette réputation, elle peut évaluer très favorablement si le volume de mauvaises adresses est faible et s'il y a très peu de plaintes. Et elle peut aussi évoluer favorablement si la qualité ressentie de l'extérieur de votre campagne est correcte. Ça veut dire un bon taux d'ouverture, un bon taux de clic. Et bon, par contre, si le nombre de signalements comme spam est élevé, ça peut baisser rapidement.
Donc cette réputation, comment la déterminer? Alors il faut vérifier une première chose, c'est bon, si vous le routez en interne, la question ne se pose pas, mais si vous routez via une plateforme en ligne, voir si votre routeur vous fournit des paramètres d'envoi qui vous sont dédiés. Ça veut dire une ou plusieurs IP qui sont dédiés à vos envois à vous, et un nom de domaine pour le tracking des liens et pour le nom de domaine de l'email de l'expéditeur qui ne sont utilisés que par vous. Comme ça, l'intérêt, c'est que ce sont que vos envois qui déterminent votre réputation. Bon, l'intérêt, c'est que si votre routeur effectue un monitoring, enfin une analyse constante de votre réputation, donc, par exemple, nous, on a un système d'alerte qui nous permet de connaître la réputation des adresses IP, des noms de domaine que nous attribuons à nos clients. Et on va le voir juste après. Il y a aussi des outils en ligne qui permettent de déterminer cette réputation. Alors bon, par contre, si vous êtes ce qu'on appelle en paramètre d'envoi mutualisé chez un routeur, bon, ça peut être acceptable quand vous avez vraiment des tout petits volumes, mais sinon voilà, dès que le volume est conséquent, à partir de quelques dizaines de milliers d'envois, ça vaut le coup d'être en dédié. Parce que vous risquez sinon d'être pénalisé par les autres clients. J'ai pas compris la question d'Ariana concernant les fournisseurs qui sont préférables, hein, parce qu'en général, on choisit pas vraiment vers qui on envoie. Voilà, ça dépend entièrement de son fichier. Donc on va voir rapidement quelques outils en ligne pour déterminer cette réputation, même si votre routeur la détermine, ça peut être intéressant de pouvoir le vérifier et de se faire sa propre idée. Donc SenderScore, c'est un outil qui est proposé par la société ReturnPass, senderscore.org. Ça détermine, enfin c'est pas mal suivi par les fournisseurs d'accès américains, Yahoo, Hotmail. Ça, voilà, une très mauvaise note sur SenderScore peut poser problème pour la délivrabilité vers ces fournisseurs d'accès. Donc on va passer rapidement sur ces outils. Vous pourrez regarder après, donc soit le document pour les récupérer, soit directement sur Internet. TrustSource, c'est un site qui est indépendant de tout fournisseur d'accès. Elle est gérée par l'anti-spam McAfee. Donc c'est très important de vérifier, parce que McAfee est très utilisé, notamment en entreprise. Si vous êtes, voilà, si c'est tout rouge, si les diagrammes sont tout rouges chez McAfee, il risque de pas y avoir une très bonne délivrabilité chez tous les gens qui sont équipés de cet anti-spam. Le suivant, Senderbase, c'est un service qui est proposé par Ironport. Ce sont des boîtiers de réception réseau pour les grandes entreprises. Donc là, pareil, c'est bien d'avoir un bon score chez Ironport pour passer vers les plus grandes entreprises. Voilà, donc là, il y a une petite capture d'écran de la page sur Senderbase avec les différents paramètres qu'elle donne. Bon, le plus important, c'est d'avoir l'IP en good. Le suivant, SNDS. Donc, c'est un service qui est fourni par Microsoft, spécifiquement pour toutes les messageries Live et Hotmail. Votre routeur est forcément inscrit, donc il peut vous donner une idée de ce que vous avez sur cet outil. Ça permet d'avoir deux choses. D'une part, une boucle de rétroaction, ça veut dire avoir la liste des gens qui signalent vos messages en spam. On verra tout de suite après de quoi il s'agit. Et ça permet d'avoir des statistiques sur vos IP, savoir si vous avez un taux de plainte qui est important ou pas, spécifiquement chez Hotmail. Et il donne également, je crois qu'on l'a sur le slide d'après, voilà. Pour chaque IP, il donne le comportement global du filtre. Donc là, il est vert, ça veut dire que plus de 90% des messages envoyés par une IP vont passer en boîte de réception. S'il était rouge, plus de 90% des messages envoyés par cette IP passent en spam. Donc ça, c'est des outils sur lesquels vous pouvez vous inscrire si vous routez en interne, que votre routeur analyse au fur et à mesure.
Et bien sûr, vous pouvez vérifier de temps à autre, hein. C'est bien de connaître les mécanismes et puis de pouvoir vérifier quand on a un doute. L'idéal, c'est justement que votre routeur vous retranscrive de manière synthétique tout ça. Par ailleurs, certains routeurs intègrent les informations fournies par Signal Spam. Donc, Signal Spam, c'est une association qui regroupe les grands fournisseurs de messagerie français, donc comme Orange, SFR. Ça permet d'une part d'avoir une boucle de rétroaction, donc savoir voilà, quelles sont les adresses qui vous ont signalé comme spam directement chez Signal Spam, sachant qu'il y a 350 000 utilisateurs, ce n'est pas négligeable. Et d'autre part, d'avoir les statistiques, enfin, les nombres de plaintes générées, donc là c'est non nominatif, chez Orange, chez SFR, chez La Poste. Donc, nous, quand on sait, comme on est en IP dédié pour la grande majorité des clients, quand on sait combien de mails ils ont envoyés par exemple chez Orange, si on connaît leur nombre de plaintes, on connaît leur ratio de plaintes et on sait, on a un petit indicateur sur la plateforme qui dit si vous êtes sur la bonne voie ou pas. Donc Yann qui demande quelles sont les actions à mener si les voyants ne sont pas verts. Alors si les voyants ne sont pas verts, c'est que justement il y a un problème de réputation. Et donc on va voir juste après ce qui influe là-dessus. Donc là on a vu ce que c'était que la réputation, comment l'analyser et la surveiller. Donc l'intérêt maintenant, ça va être de voir comment l'améliorer, la maintenir à un niveau correct. Donc il y a 5 grands principes. Donc c'est marqué sur le slide, la configuration technique de la plateforme. Donc ça c'est vraiment chez le routeur ou chez vous en interne, si vous routez en interne. La bonne gestion de votre base de données ou une bonne hygiène de base, ça c'est directement vous qui êtes concerné, éventuellement avec les outils fournis par votre routeur. La volumétrie des campagnes et la pression commerciale exercée sur votre base. Donc ça c'est basique, hein, on peut comprendre que si vous envoyez un message 4 fois par jour à une base, ils vont finir par se désinscrire. Gérer le filtrage des messages, donc ça passera, on parlera vraiment des messages en eux-mêmes, c'est-à-dire ce qu'on met dans le message peut influer directement sur la délivrabilité. Et ensuite, enfin, l'analyse du comportement des internautes. Est-ce qu'il y a un lien pour obtenir les slides? Alors normalement oui, moi je l'ai partagé. Donc sur la page du Webikeo, vous devez pouvoir le télécharger. Donc la configuration technique. Lorsque vous envoyez un message, je vais essayer de l'imager un peu. Lorsque vous envoyez un message, c'est important que le serveur de messagerie du destinataire sache d'où vient votre message. C'est tout simplement qu'il puisse identifier votre serveur. Donc concrètement, techniquement, chaque serveur a une adresse IP et il a aussi un nom qui ressemble à une URL, à une adresse Internet. Si les deux ne sont pas équivalents, ou si le nom de domaine est mal configuré ou n'existe pas, ça pose un problème parce que là, vous êtes dans un cas où vous ressemblez vraiment à du spam ou du phishing. Souvent, les serveurs qui sont piratés envoient des spams, enfin qui envoient des spams parce qu'ils sont piratés, ont souvent des paramètres mal configurés, tout simplement parce que le pirate essaye d'usurper une identité. Donc c'est très important de ne pas se retrouver dans ce cas-là. On a même des systèmes de signature, donc DKIM et je l'avais juste avant, Domain Case, DKIM et SPF. Donc ces systèmes de signature assurent que le serveur a la bonne identité. Donc c'est important que les adresses IP soient certifiées, que les serveurs de messagerie distants puissent savoir qui envoie le message. De la même manière, c'est très important que l'adresse email qui expédie le message, ça veut dire l'adresse email expéditeur, marche. Voilà, si elle ne marche pas, si elle retourne un message d'erreur ou que le nom de domaine n'existe pas, ça peut être très pénalisant. Ça, c'est un test que peuvent faire certains anti-spam. Et enfin, que le nombre d'IP soit cohérent avec votre volumétrie. Donc, pour notre part, on travaille quasiment systématiquement avec des adresses IP pour chaque client. Donc, sauf volume extrêmement bas ou vraiment très peu régulier. Et d'autre part, voilà, on a un nombre d'IP qui est adapté à chaque volumétrie de client. Donc voilà, il y a le détail dans le slide. Je vous invite à le récupérer pour avoir des détails.
Donc, un autre facteur de la... Comment créer d'autres adresses IP? Alors, si vous êtes chez un routeur, en général, c'est avec le routeur qu'il faut voir. Et il faut il faut qu'il vous attribue un nombre d'IP qui est adapté à votre volumétrie. Si vous êtes en interne, bon, ça peut être assez compliqué. Il faut déjà avoir une certaine infrastructure pour avoir plusieurs IP. Donc là, c'est les responsables réseau dans les grandes entreprises qui vont s'en charger. Un autre facteur de la délivrabilité, c'est la qualité de la gestion de la base de données. Donc, on est sur du bon sens, hein. Les adresses doivent être collectées loyalement, les demandes de désabonnement doivent être honorées. On comprend bien que si un internaute essaye de se désinscrire 20 fois d'un même expéditeur, il va rapidement arrêter et puis classer vos messages en spam. Donc un bon traitement des désinscriptions et un système de désinscription qui est clair et facile, ça aide sur la délivrabilité. Voilà, quelqu'un qui souhaite ne plus recevoir les messages, en général, c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé et c'est un signalement comme spam potentiel s'il continue à recevoir les messages. Alors c'est quoi un routeur? C'est un prestataire de routage emailing, ça veut dire c'est un éditeur d'une plateforme en ligne qui permet de paramétrer vos campagnes, d'intégrer les destinataires, de les envoyer, de récupérer des statistiques. Opt-in pour ouais, comme Mailchimp, effectivement. Ou comme nous. Opt-in pour le B2B aussi. Alors, je vous invite à aller voir sur le site de la CNIL. Le consentement d'un destinataire n'est pas expressément demandé pour un emailing B2B, à condition que ce soit une offre qui soit en rapport avec son domaine d'activité. Par contre, il y a quand même l'étiquette à respecter, gérer la désinscription et voilà. Je vais maintenant m'attarder sur tout ce qui est NPAI. Donc NPAI, c'est n'habite plus à l'adresse indiquée, ce sont les mauvaises adresses de votre fichier, ceux qui retournent une erreur. Donc si je me mets à la place d'un fournisseur d'accès à Internet, enfin d'un fournisseur de messagerie, je vais me douter qu'une campagne qui a un très fort taux de mauvaises adresses a grande chance d'avoir un problème. Soit le fichier est très ancien et a jamais été nettoyé, utilisé, ou voilà, a mal été travaillé, soit il a été collecté de manière un peu louche. Donc, un taux de NPAI qui est correct, en général, c'est en dessous de 5%. Voilà, au-dessus de 5%, ça commence à devenir vraiment bizarre. Donc, une plateforme emailing, en général, se gère ça en toute transparence. Donc, sur notre plateforme, c'est automatisé, hein. Si vous envoyez un NPAI, un message sur un NPAI yard, il est supprimé de votre prochain envoi, même si vous le réimportez. Et il y a un système automatique qui va permettre de le tester à peu près une fois par an, les années suivantes, des fois que l'adresse remarche ou qu'elle ait été recréée. Et y a-t-il un moyen de savoir si le mail est tombé dans les spams? Non, c'est une boîte noire. Un fournisseur d'accès, à partir du moment où il a accepté le message, on ne peut pas savoir exactement où il est parti, s'il est arrivé en boîte de réception ou en spam. Par contre, on peut se fier aux statistiques d'ouverture pour savoir si le message, si les statistiques d'ouverture sont correctes. Il y a de grandes chances que la majorité des messages soient arrivés en boîte de réception. Après, on peut regarder fournisseur par fournisseur, fournisseur d'accès par fournisseur d'accès. Par exemple, si j'ai 20% d'ouverture au global et que j'ai 1% chez Hotmail, c'est peut-être qu'il y a un souci chez Hotmail. L'étape après la mise en spam, c'est le refus du message, donc des NPI, enfin des bounces. Si, voilà, à partir du moment où un grand nombre de messages passent en spam, il y a de grandes chances que ça devienne des bounces par la suite. Et là, on peut s'en rendre compte plus facilement. Un autre facteur qui influe sur la délivrabilité, donc les NPI, on a regardé, c'est la volumétrie des campagnes. Donc le volume de mails envoyés, ça a vraiment une influence sur la délivrabilité. Ça va plus loin que la simple gestion de la pression commerciale. Donc la pression commerciale, c'est compréhensible. Si vos destinataires sont trop sollicités, ils vont finir par se désinscrire, voire signaler vos messages comme spam. Et ça va faire baisser votre réputation. Mais il y a aussi un phénomène qui est créé par les anti-spam qui fait que les variations soudaines de volume peuvent être pénalisées. Par exemple, je ne peux pas passer sur une IP de 0 à 500 000 mails envoyés d'une journée à l'autre. Alors pour un démarrage de compte chez un routeur, c'est moins gênant parce que le routeur chauffe les IP en amont.
Par contre, après, si vous envoyez pas tous les jours, moi je vous conseille de regarder si votre plateforme emailing permet d'étaler facilement vos envois sur les jours inoccupés. Du coup, toutes les plaintes seront réparties sur plusieurs jours, le nombre de plaintes par jour baissera et la réputation s'en portera d'autant mieux. Donc c'est purement mécanique, mais ça marche assez bien, ça permet d'éviter pas mal de problèmes. Donc nous, on conseille les clients sur les volumes enfin maximum préconisés par fournisseur d'accès. Voilà, et puis avec les statistiques signal spam, ça nous permet vraiment de vous donner des statistiques, enfin des volumes préconisés pour vos envois à vous. Donc des boons, oui, ce sont des erreurs 550 spam detected. Donc après, bon, il y a il y a plein de messages d'erreur spam detected. Faut regarder aussi le message en lui-même. Les volumes maximum plus favorables, je peux pas vraiment vous donner une fourchette. C'est pour un fichier de mauvaise qualité, ça va être très très bas. Et pour des adresses opt-in avec des messages que les gens attendent, il n'y a quasiment aucune limite, hein. On a des clients qui atteignent les 400, 500 000 messages sur une journée sans le moindre souci. Est-ce qu'on peut échanger par téléphone avec vos techniciens si nous utilisons votre solution? Donc oui, hein, nous on assure un support technique par téléphone en priorité. C'est voilà, c'est plus facile pour échanger. Donc par email ou par téléphone, c'est au choix. Dans tous les cas, même par téléphone, donc on ouvre un ticket de suivi pour faire un rapport si besoin après la conversation. Donc la volumétrie des campagnes, on en a parlé. Donc pression marketing et étalement des envois sur la durée. Le fond, le filtrage des messages. Donc là, on va parler un peu plus des messages en eux-mêmes, c'est-à-dire ce qu'on met dans le message, ça peut jouer sur la délivrabilité. Donc on a parlé du comportement de l'expéditeur, on a parlé des principes techniques. Si tout est bon, le message peut quand même passer en spam. Et voilà, il peut y avoir des choses dans le message qui posent problème, aussi bien sur le fond que sur la forme. Donc sur le fond, ça veut dire sur certains problèmes dans votre message, comme les URL. Une URL peut être bloquée chez certaines listes anti-spam, et votre message peut aussi être bloqué. On a déjà vu des messages qui sont bloqués. Ça veut dire que l'anti-spam prend une empreinte du message et va bloquer tous les messages identiques ou presque identiques qu'il va voir passer. Donc on a souvent ce phénomène sur les campagnes B2C, donc vers des particuliers diffusées à très grande échelle. Et là, on peut faire ce qu'on veut, on a tout qui est bon au niveau des paramètres d'envoi, les messages passent en spam, et en fait, c'est le message en lui-même qui passe en spam. Donc si vous êtes concerné par des très gros volumes et voilà, vous avez ce cas de figure, avant de remettre en cause tous les paramètres techniques, essayez avec un autre message pour voir si ça passe bien. Et ensuite, oui, le mieux, c'est de faire varier ces campagnes assez régulièrement. Je vous déconseille d'envoyer un gros volume sur une même campagne toute l'année. Très régulièrement, vaut mieux faire changer le message toutes les 2 semaines ou toutes les semaines. Donc, c'est bien pour les internautes parce que ça permet de communiquer de manière différente à chaque fois, et c'est bien pour la délivrabilité également, parce que ça évite des phénomènes de consolidation de la part des fournisseurs de messagerie. Donc après le fond, la forme. Donc la forme du message, c'est vraiment ce qu'il y a dans le corps du message et dans l'objet. Donc là, c'est aussi du bon sens, mais on en voit encore passer pas mal. Donc des petites choses, hein, comme une ponctuation abusive dans l'objet. Un objet tout en majuscule avec plein de points d'exclamation à la fin. C'est désagréable pour l'internaute, mais c'est aussi des règles qui sont mises dans les anti-spam. Voilà, un objet tout en majuscule, c'est une règle dans un des anti-spam les plus connus qui s'appelle Spam Assassin. Ça enlève des points. Donc, les anti-spam en général calculent une note pour votre message, donc qui dépend de tous les paramètres qu'on a vus avant, mais qui dépend aussi de la forme de votre message. Et à partir du moment où vous dépassez une certaine note, vous passez en spam. Donc soit une note, voilà, chez les fournisseurs d'accès, c'est la même note pour tout le monde. Dans les entreprises, c'est le responsable réseau qui va régler cette note pour rendre son anti-spam plus ou moins agressif. Donc dans la liste des petites choses à éviter, de la même façon, donc des grosses erreurs dans le code HTML, ça c'est quelque chose qui est vérifié. Donc
On peut aller jusqu'à la validation W3C, c'est mieux, mais voilà, enfin, éviter les balises non formées, les choses comme ça. Donc, ça pose des problèmes d'affichage, mais ça pose aussi des problèmes de délivrabilité. Le JavaScript est à proscrire parce que ça ressemble à du phishing, enfin, ou à vraiment des mails malveillants. C'est qui vont essayer d'installer un malware chez les destinataires qui ne sont pas protégés. En autre petite règle, on peut citer le volume de texte qui doit être équilibré par rapport au volume d'image. Donc un message 100% image, ça va être pénalisé sur les anti-spams d'entreprise. C'est faux chez les anti-spams de gros fournisseurs de messagerie comme Hotmail, Yahoo, Orange, tout simplement parce que eux se basent uniquement principalement que sur les plaintes de leurs internautes et sur les paramètres techniques d'envoi. Certains anti-spams ont aussi des filtres sémantiques, ça veut dire qu'ils vont analyser le texte de votre message. Donc éviter certains mots-clés comme voilà, une succession de gratuits et compagnie, ou de termes extrêmement publicitaires. Donc il y a des mots vraiment à proscrire. Alors le volume texte-image non respecté par les grandes marques et ne passe pas en spam, donc oui, c'est ce que j'ai dit juste avant. Le ratio texte-image, c'est important sur les anti-spams d'entreprise qui ne disposent pas d'une grosse base d'utilisateurs pour pouvoir analyser votre réputation via les signalements des internautes. Par contre, sur les fournisseurs de messagerie très grand public, en fait, ils n'ont pas besoin d'aller aussi loin dans l'analyse du message, tout simplement parce qu'ils ont une base d'utilisateurs énorme qui leur permet de savoir très vite si un expéditeur a une bonne réputation, doit avoir une bonne réputation ou pas. En gros, ils vont se baser d'une part sur les paramètres techniques d'envoi, il faut quand même que ce soit envoyé dans des conditions correctes, avec voilà, des IP qui ne sont pas blacklistés, des paramètres d'envoi qui sont bien configurés, avec des signatures. Et d'autre part, ils vont regarder les plaintes des utilisateurs. Par exemple, si sur les 1000 premiers messages, il y en a 10 qui signalent le message comme spam, vous allez pouvoir être pénalisé très rapidement. Et effectivement, ajouter l'expéditeur à son carnet d'adresses. Donc souvent, alors c'est pas vrai dans 100% des cas, mais souvent le fait d'être dans le carnet d'adresse du destinataire, ça évite de passer par la case anti-spam, ou alors en tout cas d'être mieux perçu, mieux traité. Que peut faire un destinataire quand il ne reçoit pas nos campagnes? Tout simplement, faut regarder le message d'erreur. Voilà, faut regarder si le message est accepté ou pas. S'il n'est pas accepté, il y a un message d'erreur qui est assez clair en général, qu'on peut récupérer, que votre routeur peut récupérer. Et s'il est accepté, alors les normes veulent qu'un message accepté par un serveur de messagerie arrive quelque part chez le destinataire et que ce message soit accessible, soit dans sa boîte de réception, soit en spam. C'est pas respecté dans 100% des cas, notamment sur certains réseaux d'entreprise, mais le support technique, enfin les responsables réseau dans l'entreprise peuvent toujours récupérer le message et trouver une explication. Alors, peut-on savoir si un outil emailing optimise le passage des anti-spam? Justement, on va le voir, on va le voir juste après. Est-ce qu'il est préférable que les images soient intégrées au mail ou pas? Je peux pas vous répondre à ça. Alors, il y a 3 cas de figure. Soit les images sont insérées, enfin sont hébergées sur un serveur externe. Je vois pas de souci particulier, hormis si le serveur externe est blacklisté. S'il y a un nom de domaine blacklisté, ça peut être très pénalisant et on retombe sur le slide, le fond, enfin voilà, le filtrage de messages sur le fond, c'est-à-dire si vous avez une URL vers une image qui contient un nom de domaine blacklisté, ça va être pénalisant. Ensuite, votre image peut être embarquée dans le message, ça veut dire vraiment intégrée dans le message en fausse pièce jointe, comme le fait Outlook. Donc ça marche très bien, ça permet que les gens n'aient pas à télécharger les images. D'un autre côté, ça fausse complètement les stats. Si les gens voient très bien les images, ils risquent de ne pas les télécharger, de ne pas cliquer sur le bouton télécharger les images, et vous allez perdre des statistiques d'ouverture. Troisième cas de figure, on héberge les images sur la plateforme emailing. Là, les images sont hébergées avec le même lien, le même nom de domaine que votre domaine de tracking. Et du coup, vous bénéficiez de toute la partie analyse et monitoring de votre routeur.
C'est à la limite ce que je préconise, c'est héberger les images chez le routeur. Donc voilà, oui, juste au niveau du filtrage des messages, donc les solutions, le monitoring permanent des blacklists publiques, donc ça c'est votre routeur qui le fait, sinon il y a des sites pour le faire, comme rblwatcher.com par exemple. L'inscription sur des whitelists existantes ou la connaissance des programmes de certification. Donc les whitelists, c'est des organismes qui listent des noms de domaine, des adresses IP qui sont de confiance. Donc il n'y en a pas beaucoup, parce qu'en général, on peut difficilement dire à un fournisseur d'accès, mettez-nous en whitelist et on peut faire n'importe quoi derrière. Mais ça existe, voilà, il y en a notamment une qui est proposée par Barracuda, c'est un anti-spam d'entreprise. Donc ça, c'est une whitelist qu'on utilise. Ça veut dire que nos clients en IP dédiés qui font du B2B sont inscrits systématiquement dessus. Donc un déploiement d'outils de test des messages avant les campagnes. Donc concrètement, c'est faire des tests unitaires pour voir si un message arrive en boîte de réception chez tel et tel FAI. Alors c'est viable, c'est cohérent sur certains fournisseurs d'accès comme Orange, comme Free. Si votre message arrive en boîte de réception chez Orange, il y a de grandes chances que la suite de la campagne arrive en boîte de réception chez Orange. Par contre, sur des anti-spam, enfin sur des fournisseurs de messagerie comme Hotmail, Yahoo, Gmail, clairement, ça sert pas à grand chose. Ça peut permettre de détecter un problème si vos IP sont vraiment bloqués avant la campagne. Par contre, ça vous certifie absolument pas que toute la campagne va passer en boîte de réception si votre test est passé en boîte de réception. Alors, le meilleur moyen d'analyser la délivrabilité, c'est quand même après une campagne, regarder les statistiques par fournisseur d'accès pour voir s'il n'y a pas de trou, tout simplement. On passe par un routeur. Est-ce lui que les failles reconnaissent comme sender ou est-ce nous? Tout simplement, si vous êtes en mutualisé, ça va être le routeur qui va gérer. Si vous êtes en dédié, c'est vous qui allez déterminer la réputation de vos IP d'envoi et le routeur, donc pour répondre à Nathalie aussi, le routeur en parallèle qui va analyser vos paramètres d'envoi en continu pour pouvoir vous prévenir si un problème est en train de se passer et effectuer les démarches pour vous délister en cas de blacklistage. Voilà, donc ça, nous, c'est un service qu'on effectue en continu quand une IP d'un client est blacklistée. Donc on effectue les démarches pour le débloquer. On peut éventuellement lui demander de suspendre un petit peu les envois le temps que ce soit fait. Et voilà, c'est quelque chose qu'il faut suivre. C'est un des rôles principaux du routeur, c'est d'envoyer les messages bien sûr, mais aussi de faire en sorte que les paramètres d'envoi, enfin techniques d'envoi qu'il fournit, restent de bonne qualité. Voilà. Enfin, tout en donnant aussi des préconisations aux clients pour que ça se passe quand même dans de bonnes conditions. Donc bien sûr, au niveau de délivrabilité, on n'a pas le même résultat sur un client qui fait de l'acquisition en B2C que quelqu'un qui va faire de la fidélisation vers des clients existants en B2B. Mais voilà, pour chaque comportement marketing, on a quand même des préconisations à donner. Un travail en parallèle qui est fait pour suivre la réputation et essayer de maintenir la réputation la plus correcte, la délivrabilité la plus correcte possible en fonction d'un comportement marketing. Donc justement, j'en viens aux différentes questions à poser en ce qui concerne votre routeur. Donc, est-ce que le routeur gère automatiquement les NPI? Donc, ne pas renvoyer des messages vers des adresses qui ne marchent pas. Est-ce que le routeur a des boucles de rétroaction avec les principaux FAI? Ça veut dire, est-ce qu'il a la liste des gens qui signalent vos messages comme spam? D'une part, parce que ça permet de vous informer sur les volumes de plaintes, et d'autre part, parce que ces gens qui signalent comme spam, on va les désinscrire de vos campagnes. Donc, mécaniquement, ça améliore la délivrabilité de campagne en campagne. Ensuite, c'est bien que le routeur soit adhérent donc, aux institutions de référence, genre le SNCD, c'est le syndicat national de la communication directe, ou Signal Spam, donc l'organisation dont j'ai parlé tout à l'heure. Que le routeur gère les blacklists, donc les déblocages de blacklist et les whitelisting quand c'est possible. Moi, je préconise vraiment du travail en environnement dédié pour chaque client. Donc IP, nom de domaine dédié.
sauf volume, voilà, quelqu'un qui en envoie 500 par mois, voilà, c'est un peu compliqué, mais dès qu'il y a un volume un peu régulier, il ne faut pas hésiter à passer en dédié. Parce que le fait de partager vos IP d'envoi et vos noms de domaine avec d'autres, ça fait que les autres clients influent sur votre réputation, sur la réputation de vos envois. Et alors même si les routeurs qui travaillent en mutualisé font en sorte qu'il n'y ait pas de gros abus, c'est quand même pas l'idéal. Mettre une newsletter dans l'objet du mail, est-ce que ça impacte sur la réputation? Non, je pense pas. Euh, voilà, c'est un tout, hein. Enfin, encore une fois, c'est une note. C'est l'anti-spam calcule une note. Voilà, en fonction de plein de facteurs différents. Et l'analyse sémantique, c'est une petite partie de cette note. Voilà, et c'est souvent l'accumulation d'erreurs, l'accumulation de fautes qui va faire que vous allez dépasser la note anti-spam. Si vous avez vos paramètres d'envoi qui sont vraiment parfaits, vos paramètres techniques qui sont parfaits, aucun blacklistage, une IP dédiée avec une bonne réputation, on peut souvent se permettre un peu plus de choses dans le message qu'on ne pourrait pas se permettre sur des paramètres d'envoi qui sont moyens. À partir de quelle volumétrie c'est intéressant d'avoir plusieurs IP, d'Amandine? Ça dépend du comportement marketing. Voilà. Encore une fois, on a de l'acquisition B2C, donc sur des gens qui sont vraiment prospectés, des particuliers qui sont prospectés, les volumes sont très faibles. C'est l'ordre de, pour vous donner une idée, à partir de plusieurs dizaines de milliers sur une journée, ça peut commencer à poser problème. En tout cas, c'est à vérifier sur les premiers jours en fonction des statistiques de plainte chez Signal Spam notamment qu'on va pouvoir vous préconiser un volume. Et d'autre part, on a des clients qui font de la fidélisation. Par exemple, on a une grosse association de consommateurs qui fait une communication une fois par mois, donc un gros volume de mails, quasiment 500 000 une fois par mois. Donc elle respecte absolument aucune règle au niveau pression, enfin volumétrie sur la journée, tellement des envois. Elle envoie les 500 000 mails d'un coup à tout le monde. Et on n'a jamais aucun problème, tout simplement parce que les gens sont inscrits. Ils sont inscrits, ils attendent les newsletters. Il y a un ratio de signalement comme plainte, enfin de signalement comme spam qui est absolument ridicule. Et en plus, les NPI sont enlevés de campagne en campagne. Donc extérieurement, la qualité de la campagne, que ce soit au nombre d'ouvertures, de réactivité, de NPI, excellente. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de ratio, ça dépend vraiment du comportement marketing. Et si on utilise notre nom de domaine, mais que le préfixe de l'adresse d'envoi contient un mot tel que mailing support, non, je pense que ça change rien. Ça change rien. Je pense qu'il faut avoir voilà, une adresse en votre nom de société, c'est pas mal. Voyez aussi avec votre routeur si vous pouvez faire de la délégation de nom de domaine voilà, pour pouvoir authentifier, signer vos messages à partir de vos mails. Donc voilà, je vais continuer à répondre un peu aux questions. Donc j'espère que le webinaire vous a plu. Je vous invite à laisser une note ou des commentaires sur la page du webinaire où vous étiez tout à l'heure à partir de celle où vous êtes rentré ou au-dessus de cette fenêtre. Et n'hésitez pas à télécharger le document et puis on peut communiquer derrière si vous êtes intéressé.